Bien volontiers. Je m'appelle Félicien Monnier, je suis rédacteur au journal La Nation, journal de la Ligue vaudoise. J'exerce accessoirement à Lausanne le très beau métier d'avocat. Et nous allons ce soir parler de fédéralisme. Vous avez peut-être entendu que dans l'actualité, un certain nombre de journalistes ont pris l'habitude, plus que fâcheuse, d'insister auprès des politiques pour dire que le fédéralisme aurait atteint ses limites, que le fédéralisme, dans le cadre de la crise actuelle du coronavirus, eh bien, ne fonctionne plus et qu'il dessert les intérêts de la Confédération. Eh bien, je pense que c'est tout le contraire et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question parce que on va voir qu'il y a deux manières d'être fédéraliste et que le terme peut avoir deux acceptions différentes. Le fédéralisme, d'abord, c'est un mécanisme institutionnel qui permet d'organiser l'exercice sur un seul territoire du pouvoir politique par deux niveaux politiques différents. Vous avez sur la planète énormément de pays qui sont fédéralistes. Puisqu'on en parle beaucoup ces derniers jours, on peut rappeler que les États-Unis sont un pays extrêmement fédéraliste où vous avez un État central, l'Union, qui exerce sur un même territoire des compétences qu'il partage avec les différents États qui composent cette union. Vous avez d'autres pays, vous avez le Royaume de Belgique avec ses deux provinces qui est un État fédéraliste, vous avez l'Allemagne où la République fédérale d'Allemagne est composée de Länder, vous avez le Canada notamment avec son très intéressant système de fédéralisme différencié, et puis vous avez naturellement la Confédération helvétique avec ses 26 cantons. Donc c'est un mécanisme qui prévoit d'organiser qui de ces deux entités, entre l'entité centrale, si l'on peut dire, et l'entité fédérale, ou fédérée, pardon, ou décentralisée, exerce quelles compétences. Le fédéralisme, c'est donc d'abord un mécanisme politique qui permet de décider quel niveau exerce quelles compétences. En Suisse, le système est le suivant. Il est réglé à l'article 3 de la Constitution fédérale et il est libellé de la manière suivante. Article 3. Cantons au pluriel. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Dans cet article, il y a trois choses qu'il faut retenir et qui sont intéressantes. La première affirmation, c'est que les cantons sont souverains. On reviendra sur cette notion tout à l'heure. Les cantons sont souverains. Deuxième chose à retenir, en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. C'est donc la Constitution fédérale qui fixe les limites de cette souveraineté. On va voir comment elle les limite. Elle les limite de cette manière, et c'est la troisième chose à retenir. Elle les limite en fixant les droits qui sont délégués à la Confédération. C'est-à-dire que la Constitution fédérale, en réalité, ce que c'est avant tout, c'est un catalogue des compétences que la Confédération a le droit d'exercer. Toutes les autres compétences politiques qui ne sont pas attribuées explicitement à la Confédération dans la Constitution sont du ressort des cantons. C'est ce qu'on appelle la compétence résiduelle des cantons. Donc voilà comment ça fonctionne en Suisse. Et comme vous le savez, toute modification de la Constitution est soumise au vote de la double majorité du peuple et des cantons. Et ça montre combien, lorsque les dimanches soirs de votation, ou les dimanches de votation, le peuple et les cantons sont appelés à voter sur une modification de la Constitution, combien les cantons ont eux-mêmes, en tant qu'entité souveraine, nous dit la Constitution, comment les cantons, en tant qu'entité souveraine, ont eux-mêmes à participer dans ce processus. Donc ça, c'est très brièvement expliquer le processus du fédéralisme en Suisse tel qu'il est pratiqué. Il y a d'autres manières de le pratiquer dans d'autres États sur la planète. Ça, c'est une acception, si on veut, purement formelle du fédéralisme ou des mécanismes qu'il propose. L'acception que nous, on développe à la Ligue vaudoise, eh bien, elle découle aussi de cet article 3 de la Constitution, ou plutôt, elle est aussi exprimée dans cet article 3 de la Constitution fédérale. C'est qu'à la Ligue vaudoise, on part du présupposé que les cantons sont des États souverains. Ce sont des États que l'histoire a forgés, ce sont des États qui ont leurs institutions propres, et comme on dit souvent, il n'y a pas une seule histoire suisse, il y a 26 histoires suisses, plus une, qui est l'histoire de la Suisse en elle-même. Il y a d'abord 26 histoires d'États cantonaux, plus une histoire qui est celle
de la Suisse. En admettant que les cantons sont souverains, eh bien, ce qu'on réalise soudain, c'est que le fédéralisme, ce mécanisme décrit et institué à l'article 3 de la Constitution fédérale, est, si l'on veut, l'écrin qui permet aux souverainetés cantonales de se déployer. Comme la souveraineté cantonale, considérée comme un bijou, eh bien, prend sa place dans le cadre de l'alliance fédérale, puisque rappelons quand même qu'historiquement, la Confédération suisse est une alliance militaire d'États souverains qui, petit à petit, au fil des années, s'est vue adjoindre de nouvelles compétences. Donc, si à la Ligue vaudoise, on dit qu'on est fédéraliste, si on soutient ce mécanisme, ça ne veut pas dire qu'on a simplement un bête attachement à un mécanisme de répartition des compétences. Ce serait excessivement formaliste. En réalité, ce que l'on soutient à la Ligue vaudoise, c'est d'abord la souveraineté des cantons qui, dans le cadre de l'Alliance fédérale, s'exprime au travers du fédéralisme comme mode moyen d'assurer la coexistence de différents niveaux de pouvoir sur un même territoire. Bien sûr. Alors attention, lorsqu'on parle de menaces qui pèsent contre le fédéralisme, la première question qu'il faut se poser, c'est contre quoi les menaces sont-elles dirigées? Sont-elles dirigées contre le mécanisme lui-même, contre l'article 3 qui prévoit que ce mode que je vous ai décrit tout à l'heure pour décider qui exerce quelle compétence, ou est-ce que quand on dit des menaces qui pèsent sur le fédéralisme, on entend des menaces qui pèsent sur les souverainetés cantonales? C'est évidemment la deuxième chose qui est problématique, c'est le fait de s'en prendre aux souverainetés cantonales. Qu'est-ce que ça veut dire que de s'en prendre aux souverainetés cantonales? Ça veut dire très simplement de les vider de leur substance. On n'est pas face à une invasion militaire qui mettrait en danger la souveraineté ou l'intégrité du territoire d'un canton. On est face à un mécanisme institutionnel de siphonnage des compétences que les cantons souverains, nous le rappelle pourtant la Constitution, ont le droit et le devoir d'exercer. Et c'est ça la principale menace qui pèse sur le fédéralisme, c'est une menace d'abord dirigée contre les souverainetés cantonales. Alors, d'où vient-elle cette menace? Je vous dirais tout d'abord que si l'on prend l'histoire de la Suisse qu'on qualifie volontiers de moderne, eh bien, depuis 1848, la Confédération n'a cessé de gonfler dans ses compétences. Il y a très peu d'exemples, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu d'exemples de rétrocession de compétences au canton. Donc on constate, si on fait une histoire un peu du temps long, on constate qu'il y a... l'histoire de la Confédération, c'est d'abord l'histoire d'une centralisation. C'est l'histoire d'une absorption par la Confédération de compétences des cantons. Il y a donc dans la modernité un esprit du temps qui, opposé aux frontières, au nom de différents motifs, hein, mais généralement au nom de l'égalité, qui, opposé aux frontières, voit les cantons, et la souveraineté de manière générale, mais voit les cantons comme étant victimes, enfin, voit les cantons de manière d'abord négative. Ensuite, on constate une alliance très étrange entre deux idéologies qui caractérisent la période moderne ou contemporaine. D'abord, on a une première idéologie qui est celle de l'idéologie de la nouveauté lorsqu'elle est un peu béate, ou qu'on pourrait aussi appeler idéologie du progrès lorsqu'elle est délibérée et le fruit d'une adhésion volontaire. Une idéologie du progrès, je vous le disais, qui voit les cantons de manière négative, qui considère que l'effacement des frontières, favoriser l'effacement des frontières, c'est aller dans le sens de l'histoire, et qu'il est normal que les cantons, petit à petit, se diluent. On voit que cette idéologie est à l'œuvre à différents niveaux. Elle est également à l'œuvre derrière l'idéologie europhile qui voit les souverainetés des États-nations qui composent le continent européen petit à petit disparaître au nom de l'Union européenne. Et on peut constater un phénomène similaire au niveau planétaire avec cette idée selon laquelle il faudrait une gouvernance globale, ou que ce serait très bien, on en parle beaucoup ces temps, hein, dans le cas de la crise du coronavirus, on nous dit « Ah, mais il faut que l'OMS ait plus de compétences, elle doit pouvoir imposer des sanctions, elle doit... » Donc ça, c'est typiquement exactement le même type de processus. L'autre étrange idéologie à laquelle on est confronté, qui elle, est peut-être un peu plus spécifiquement suisse. Je ne sais pas très bien comment ça se passe dans d'autres États, par exemple aux États-Unis, mais en tout cas en Suisse, c'est quelque chose de très développé. C'est une sorte d'idéologie de l'efficacité,
qui voudrait que, parce qu'une compétence est centralisée au niveau de la Confédération, elle serait obligatoirement mieux exercée. C'est un peu l'adage bon parce que centralisé, ou ayant été centralisé. Alors ça, je crois que c'est une affirmation contre laquelle il faut vraiment s'élever et s'ériger en faux, tout simplement parce que les cantons, d'abord, sont aussi de merveilleux freins. Mais c'est des immenses freins à la bêtise et à l'erreur. Ce n'est pas parce qu'une solution est centralisée qu'elle est obligatoirement meilleure. Il vaut mieux avoir 26 solutions moyennement satisfaisantes qu'une seule solution catastrophiquement nulle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut battre en brèche cette idée que la Confédération serait plus capable que les cantons à exercer une compétence et que dès qu'elle est centralisée, elle le sera mieux. Ça, c'est par exemple des arguments qu'on voit à intervenir dans chaque débat lié à une centralisation d'une compétence encore en main cantonale. Ça s'est vu très fortement en 2014 lors du vote sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. C'était peut-être en 2013, mais sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, où on avait une foule de partisans de la centralisation qui disaient « Ah mais non, l'aménagement du territoire ne peut être que mieux mené au niveau fédéral, parce qu'au niveau fédéral, vous voyez, ces fonctionnaires bernois ont la distance nécessaire, ils ne sont pas pris dans les magouilles, ils sont capables d'observer les choses de loin. » Et en fait, cette idéologie de l'efficacité, elle a un nom au Café du Commerce. C'est la technocratie. Et c'est cette idée fausse que les souverainetés politiques réelles qui sont celles des cantons sont en fait vidées par la technocratie et par un pouvoir d'une technique supposée efficace, et encore plus lorsqu'elle est exercée à Berne. Donc voilà, brièvement dit, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur le fédéralisme. De nos jours, c'est rigolo que vous utilisiez cette expression parce que les centralisateurs, lorsqu'ils sont confrontés à un débat sur le fait de centraliser ou non une compétence cantonale, ne peuvent s'empêcher de nous dire « Ah, mais vous savez, cher monsieur, au XXIe siècle, à l'heure de la mondialisation et de la globalisation, peut-on encore accepter dans le canton de Vaud 26 polices cantonales, 26 systèmes scolaires, 26 systèmes hospitaliers, 26 systèmes d'organisation judiciaire pour décrire les cantons comme étant par nature quelque chose d'archaïque ». C'est évidemment très faux. Et c'est faux d'abord parce que les cantons sont le lieu où les gens vivent au quotidien. Mais lorsqu'on vit au quotidien dans un canton, dans une communauté, eh bien, on ne vit pas uniquement dans l'instant présent. Et c'est là qu'il faut bien comprendre notre conception de, vous avez utilisé le terme des nations cantonales, si on peut utiliser cette expression. Les cantons sont historiquement, quel que soit le canton que vous prenez dans la Confédération suisse, alors à des degrés divers, sont historiquement des États souverains. Et c'est en tout cas le cas pour le canton de Vaud. Il suffit de s'intéresser un peu à l'histoire vaudoise pour réaliser qu'il existe dans le canton de Vaud, sur le territoire du canton de Vaud, on constate une continuité institutionnelle, une continuité historique qui, dans une certaine mesure, il ne s'agit pas de dire que le canton de Vaud de 2020 existait déjà tel quel au IIe siècle après Jésus-Christ, loin de moi cette idée, mais on constate quand même qu'il y a de l'Helvétie romaine qui a sa capitale à Avenches jusqu'au canton de Vaud de 2020, il y a une certaine continuité, voire une continuité certaine, où on constate qu'il y a des institutions qui se sont suivies les unes les autres, et ces institutions exerçaient, grosso modo, toujours leur pouvoir dans ce territoire qu'on peut délimiter comme étant une sorte de triangle, avec la Broye à l'est, le Jura à l'ouest, et au sud, le lac Léman. Ce territoire a subi des extensions, ça a été le cas à l'époque du royaume de Bourgogne-Transjurane au Xe siècle, et a été aussi plus réduit à certaines époques. Il y a eu des tensions entre Lausanne et la campagne, il y a eu des morcellements, il y a eu des reconstitutions, mais on constate à long terme une cohérence institutionnelle
très particulière sur le Pays de Vaud. Donc c'est ça notre présupposé. Non, c'est pas un présupposé, notre affirmation de base, qui est de dire que le canton de Vaud a une existence politique, historique et institutionnelle qui est distincte de la Confédération. Mais attention, quand je dis distincte, ça ne veut pas dire qu'elle en est totalement séparée. Et il est évident que la Confédération helvétique joue un rôle dans l'histoire du canton. Ne serait-ce que parce que lorsque les Vaudois avaient le triste sort d'être sujets de Berne, eh bien, Berne elle-même faisait partie de la Confédération, donc par ricochet, les Vaudois étaient des sujets membres d'un canton lui-même, membre de la Confédération. Et en 1803, le canton de Vaud est entré dans la Confédération, et puis en 1848, évidemment, lorsque la Confédération a évolué, le canton a suivi évidemment la pente. Donc en fait, c'est ça qu'il faut fermement affirmer, c'est l'existence des cantons comme étant des entités souveraines avec leur histoire sur un certain territoire, mais attention, évidemment, un canton, c'est pas qu'une histoire des institutions, c'est pas que de l'aridité. Un canton, c'est d'abord des gens qui habitent sur un certain territoire, c'est des familles qui ont occupé et qui continueront d'occuper ce territoire. C'est-à-dire que l'identité politique d'un peuple, elle ne peut pas se concevoir uniquement dans un moment T, spontanément. Le peuple vaudois a une identité aujourd'hui qu'il doit à celle qu'il avait hier et qui va se perpétuer à l'avenir. En France, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui du vivre ensemble. Eh bien, le vivre ensemble, c'est une notion avec laquelle je suis prêt, en tout cas un terme avec lequel je suis prêt à utiliser, mais à une condition. C'est que le vivre ensemble, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est pas quelque chose qui s'impose. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui se constate et qui s'est construit à travers l'histoire. Le vivre ensemble n'a d'intérêt que parce que vous avez sur un même territoire une population qui vit ensemble, qui partage le même sort institutionnel, mais qui partage aussi le même destin historique, si je puis dire, un peu cette formule un peu romantique. Alors, si on se place dans le cadre de la crise de la pandémie du nouveau coronavirus, comme dit la presse, je dirais qu'il faut d'abord regarder, j'aimais bien au début de la crise, au mois de mars, regarder cette carte des cantons où on nous disait, voilà, à Genève, il y a telle mesure qui a été prise, au Tessin, il y a telle mesure qui a été prise, on a tel taux de progression du virus dans le canton de Berne. Et en fait, le seul fait de voir cette carte des cantons, cette carte de la Suisse avec les frontières internes de la Confédération, eh bien, on comprenait, on avait l'impression ou le sentiment que le problème était maîtrisable. Parce qu'on savait qu'on avait sur chaque portion de territoire un gouvernement agissant, plus ou moins bien, il ne s'agit pas de discuter de cela, mais on avait sur chacun de ces territoires cantonaux un gouvernement agissant, capable de prendre des mesures et qui avait des bras, qui avait des moyens d'action. Le fondateur de la Ligue vaudoise, Marcel Régamet, avait cette formule qui disait « La Confédération n'est qu'une tête, peut-être, mais elle n'a pas de bras. Et les seuls qui ont des bras, ce sont les cantons. Et plus les cantons auront donc une grosse tête, eh bien, plus ils seront efficaces. » Eh bien, c'est ça la première impression qui se dégageait. Plus récemment, on apprend dans la presse que le canton de Vaud, le canton de Genève, c'est quelques milliers de kilomètres carrés, que le canton de Genève est l'un des endroits avec le plus haut taux de transmission du virus et de contamination d'Europe, et on va vous dire qu'on le compare à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y a Marseille. Moi, j'ai trouvé ça complètement fascinant comme information. C'est-à-dire que ce qui compte dans l'appréciation des journalistes étrangers, c'est Genève. Cette petite cité-État au bout du Léman de quelques milliers de kilomètres carrés, de moins d'1 million, peut-être 1 million d'habitants, qui en fait est considérée comme elle-même. C'est d'un point de vue extérieur, c'est Genève comme entité politique, géographique et communautaire qui compte. Et là, soudain, cet éclairage qui venait de l'extérieur donnait une force à nos réalités cantonales qui était frappante, en fait. Parce qu'eux n'étaient pas pris, celui qui faisait ce constat n'était pas pris dans la question de savoir, est-ce que sur Vaud c'est la même chose ou pas. Non, il s'arrêtait, il y a des frontières et c'est ça qu'il regardait. Alors, évidemment, un virus n'a pas
a pas de frontières. Mais la première chose qu'il faut affirmer, c'est que ces cantons ont pris des mesures au bon moment. Je ne peux m'empêcher de considérer que si le canton du Tessin n'avait pas pris les premières mesures qui s'imposaient au début de la crise en mars, qu'il n'avait pas insisté pour pouvoir les prendre, eh bien, peut-être que la situation dans le canton du Tessin, et par ricochet dans le reste de la Suisse, ce serait probablement bien empiré. Donc, il faut aussi voir dans les cantons ceux les cantons qui peuvent être des laboratoires pour tester de nouvelles choses, parce que leur souveraineté leur permet d'exercer le pouvoir au bon moment, au bon endroit, sans être empêtrés dans des procédures trop compliquées de prise de décision, parce que c'est là que le pouvoir s'exerce. Et je crois que nos autorités l'ont quand même assez bien compris dans le cadre de la crise actuelle. Et vous aviez, il y a quelques jours, Philippe Reva qui harcelait le conseiller fédéral Alain Berset au 1930 en s'obstinant à vouloir lui faire dire que le fédéralisme avait atteint ses limites. Et on avait le conseiller fédéral Berset qui disait « Non, écoutez, on ne peut pas dire ça, le fédéralisme n'a pas atteint ses limites, les cantons font bien leur travail. » Alors bon, ensuite Berset a adopté une position un peu moralisatrice qui était critiquable. La Confédération n'est pas un grand frère qui est autorisé à taper, en tout cas pas publiquement, sur les cantons. Ça, c'était regrettable, mais Alain Berset admettait que les cantons faisaient leur travail. Ils le faisaient peut-être plus ou moins bien, mais ça, encore une fois, c'est pas parce qu'un canton peut mal prendre une solution que l'exercice de la souveraineté est par le fait même de l'insuffisance de cette solution remis en cause. Pas parce qu'un canton se trompe qu'il doit obligatoirement perdre ses compétences au profit de la Confédération. Oui, il se peut que l'un ou l'autre des spectateurs de cette vidéo veuille approfondir le sujet. Dans la dernière Nation, celle du 6 novembre 2020, M. Olivier de la Creta, président de la Ligue vaudoise, a fait un éditorial qui s'appelle « Les limites du fédéralisme », où il s'en prend à l'obsession journalistique à vouloir faire dire à nos dirigeants que le fédéralisme a atteint ses limites. Je n'aurai donc que deux choses à dire, une recommandation puis une invitation. Lisez la Nation, à mercredi prochain.